va commencer bientôt, donc vous pouvez vous asseoir. Est-ce que ça va bien? Oui. Génial. Donc, ce soir, on a un événement sous le thème de l'économie circulaire à vous proposer. C'est en collaboration avec le Réseau de recherche en économie circulaire du Québec et le Cercle étudiant en économie circulaire. On peut les applaudir. Moi, c'est Marie-Claudel. Je vais être votre animatrice pour la soirée et je suis accessoirement co-coordonnatrice du comité de Bistro Brain à Montréal. Donc, est-ce qu'il y en a ici dans la salle que c'est leur premier événement Bistro Brain à vie? Ah, quand même pas mal de mains. Donc, dans le fond, je vais faire un petit topo là, sur qu'est-ce que c'est Bistro Brain. On est une OBNL de vulgarisation scientifique qui existe depuis 2017. On fait des événements à Montréal, à Sherbrooke et à Trois-Rivières. Notre but, c'est de diffuser la science à travers le plaisir. Nos événements, ça consiste en 4 présentations de 12 minutes avec 5 minutes de questions chacune. Puis aujourd'hui, on a 4 belles présentations pour vous. On finit toujours ça avec un petit quiz, fait qu'on vous invite à rester attentifs. À la fin, là, on va voir si vous avez bien écouté. On offre aussi des formations puis un podcast. Notre podcast s'appelle La tête à Papineau, disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Bref, c'est pas mal ça. Comme on est une OBNL, on recueille les dons. Donc, si jamais vous avez envie de donner pour que notre mission puisse continuer à exister, on a 2 belles personnes à l'accueil, Florence et Cécile, là, qui peuvent recueillir vos dons à la pause. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre soirée ne pourrait pas avoir lieu sans notre collaborateur, nos collaborateurs, le Réseau de recherche en économie circulaire du Québec et le Cercle étudiant en économie circulaire. Donc, sans plus tarder, je vais... Oui, on peut les applaudir encore. Merci beaucoup à nos 2 collaborateurs. Donc, j'inviterai maintenant Muriel Palix, qui est membre du Cercle étudiant en économie circulaire, à venir nous dire un petit mot là, avant de commencer. Une bonne main d'applaudissements pour elle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK, parfait. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, l'économie circulaire propose un cadre cohérent de stratégie pour transformer nos modes de production et de consommation afin de limiter les pertes, les déchets et le gaspillage. Donc, la transition... Oh, pardon, je suis désolée. La transition vers un système plus circulaire, durable et juste nécessite que la relève en recherche dans toutes les disciplines se penche sur de nouvelles manières de voir et de faire les choses, mais aussi sur de nouvelles questions. Donc, avec Bistro Brain, le réseau de recherche en économie circulaire du Québec et son entité étudiante, le Cercle étudiant en économie circulaire, sont contents de pouvoir valoriser et diffuser de la nouvelle recherche qui va dans le sens de la transition circulaire. Donc, le CEC a pour objectif de favoriser la collaboration et le partage d'expériences entre les étudiants et étudiantes intéressés de près ou de loin par l'économie circulaire, grâce à des événements de réseautage, des ateliers ou encore des conférences. Donc, n'hésitez pas à suivre le cercle sur Facebook. Donc, c'est juste Cercle étudiant en économie circulaire. On y affiche régulièrement des offres d'emploi ou de stage, nos actualités, des webinaires et colloques, etc. Donc, vous pouvez également vous engager avec nous et devenir des membres du cercle. Bonne soirée à vous et bon Bistro Brain. Merci Muriel. Donc, très intéressant. Allez suivre le Cercle étudiant en économie circulaire sur les réseaux sociaux. On est maintenant prêt à accueillir notre première présentatrice. Donc, je vous la présente. Pour briser la glace, Clara Alagui est ingénieure en génie industriel de formation. Elle a ensuite poursuivi une maîtrise en sciences appliquées à la Polytechnique Montréal. Pendant cette maîtrise-là, elle a travaillé sur la qualité des emplois en économie sociale et circulaire. Puis elle fait maintenant un doctorat en action collective et environnement à l'INRS. Donc ce soir, cette présentation s'intitule « Travailler en économie sociale et circulaire ». Veuillez l'accueillir chaleureusement. Super, merci. J'hésite à prendre le micro à droite et le pointeur à gauche ou l'inverse, mais peut-être je vais changer au milieu. Aussi, j'ai jamais parlé pendant aussi longtemps de suite dans un micro, donc si ça va pas, dites-le moi. On commence? Ouais?
Donc, comme on l'a dit, je vais parler de qu'est-ce que ça veut dire travailler en économie circulaire. Ah oui, c'est moi qui dois passer les diaporamas. Ok. Je commence par vous faire travailler un peu. Lâchez vos bières, parce que je vais vous demander d'applaudir. Non, mais pas... je voulais savoir, dans la salle, qui sort son compost ou son recyclage au moins une fois par semaine, par applaudissement. Ok. Ouais, tout le monde, c'est rassurant. Et j'aimerais savoir aussi dans la salle, qui sait où va le compost et le recyclage après le camion. Quand même. Ok, qui s'habille en friperie, que ce soit de temps en temps ou très régulièrement? Ok, mais je vois qu'on a des écolos dans la salle, c'est pas mal. Mais qui sait comment les vêtements ils arrivent jusque dans les rayons? C'est quoi le processus pour les mettre en rayon et dans le magasin? Ok. Mais c'est bien, je suis là pour quelque chose. En fait, je ne vais pas exactement répondre à cette question, mais je vais apporter peut-être d'autres réponses. Ça, c'est une photo super pixelisée d'un centre de recyclage des matières, d'un centre de recyclage des matières recyclables. Et c'est des vraies personnes qui trient nos matières recyclables ou nos déchets. Ça, on dirait aussi un centre de tri, mais non, c'est un centre de dons. Et c'est un organisme de charité qui fait de la seconde main. En fait, ils reçoivent plein de dons dans des gros sacs poubelles et il y a des vraies personnes qui doivent les trier. C'est énormément de gestion de matière. Parfois, ça part directement à la benne. Parfois, ça part en magasin. Ok. Je reçois des signes par en avant, mais ce n'est pas des signes. Et donc, tout ça, c'est des métiers de l'économie circulaire. Donc, c'est des vraies personnes qui font ces tâches-là. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Plus particulièrement, moi, je vais parler de l'économie circulaire et de l'économie sociale. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. D'abord, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Bon, je vois le public, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent déjà ce que c'est, mais c'est dans la présentation, donc je vais quand même l'expliquer. Aujourd'hui, on est dans un système qu'on appelle un système linéaire, où on va extraire de la matière première, produire, distribuer, consommer, jeter. C'est facile, ça va tout droit. Et le but de l'économie circulaire, ça va être de créer des boucles de matière dans cette économie linéaire. Donc, par exemple, au lieu d'acheter une voiture pour moi toute seule, je vais regarder si je ne peux pas en partager avec mes amis ou avec l'ensemble de la population de Montréal. Je vais regarder si je ne peux pas réparer mon vélo avant de le jeter. Je vais regarder si je ne peux pas recycler ma boîte de carton avant de juste la jeter. Et ça va permettre de créer des boucles de matière dans l'économie et de la circulariser avec l'objectif de réduire le plus possible les déchets. Et qu'est-ce que c'est l'économie sociale? Donc, avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est pourquoi j'en parle. Ce serait très très long de vous expliquer pourquoi l'économie circulaire et l'économie sociale, ce sont des bons copains. C'est vraiment un sujet à part entière. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir en parler avec moi autour d'une bière à la fin. Mais du coup, pour le bien de cette présentation, on va partir du postulat que l'économie circulaire et l'économie sociale, mises ensemble, ce sont des modèles qui sont compatibles et qui sont complémentaires et qui vont permettre de réaliser une transition qui va peut-être être plus soutenable et plus juste. Et quand je parle d'économie sociale aujourd'hui, je vais parler de coopératives et d'OBNL. OBNL, organisme à but non lucratif. Donc pour les connaisseurs, c'est les entreprises qui n'ont pas pour but de faire du profit. Leur but premier, c'est de remplir une mission sociale. Et ça va engendrer plein de caractéristiques spécifiques. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout que les entreprises d'économie sociale, elles ont une attention particulière qui est portée aux conditions de travail. Ça nous intéresse parce qu'on s'intéresse au travail. Et il y a une deuxième chose qui nous intéresse, c'est les entreprises d'insertion. Donc, en économie circulaire, en économie sociale, voyons, les entreprises d'insertion sont des entreprises qui permettent de réinsérer des personnes qui sont éloignées du marché du travail sur le marché de l'emploi. Donc, par exemple, si on n'a pas occupé de travail depuis longtemps, si on n'a pas un niveau d'études suffisant, si on est en situation de handicap, ça peut être des moyens de réintégrer le marché du travail. Mais je ne vous dis pas ça pour rien, on va en reparler tout à l'heure.
Donc là, c'est le moment où je vous dis ce que je vais dire après. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'écouter la suite. Je vais vous dire que les emplois de l'économie circulaire sont très diversifiés et que leur qualité est très hétérogène. Donc ils ne se ressemblent pas. C'est difficile de répondre à la question « ça veut dire quoi de travailler en économie circulaire ?» parce que c'est très vaste. Et la deuxième chose que je vais essayer de vous dire, c'est que l'économie sociale a le potentiel de rehausser les conditions de travail ou au moins la satisfaction à l'emploi des gens qui les performent. Et c'est vraiment important de préciser que ce que je dis ici, ce n'est pas la vérité absolue, c'est mon interprétation de mes résultats, de mon étude qu'on a fait au Québec. Donc il n'y a pas de vérité générale. Et l'idée, ce serait peut-être qu'il y ait d'autres recherches qui viennent confirmer ou infirmer ce que je vais essayer de vous dire ce soir. Ok, on va commencer les vraies choses. Je vous présente David, Julia et Marianne. J'espère qu'il n'y a pas de David, de Julia ou de Marianne dans la salle ce soir. Ils travaillent tous les trois en économie circulaire dans une entreprise d'économie sociale. Et l'idée, ça va être qu'on va explorer un petit peu leur quotidien et voir qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Ça va nous permettre de répondre à la question qu'on se pose. Donc, David, c'est un homme, il a 48 ans, il fait partie d'une minorité visible et il n'est pas en situation de handicap. Il a une collection impressionnante de chemises hawaïennes de très mauvais goût. Il a un diplôme universitaire et il gagne entre 15 et 20 $ de l'heure. Quel est son métier ? David est opérateur et il travaille dans une OBNL qui fait de la seconde main. Donc en gros, un organisme de charité qui est une friperie ou qui revend des objets. On en a tous en tête, je pense. Ça s'inscrit donc dans la stratégie d'économie circulaire don et revente. Et au quotidien, il va recevoir les dons, les trier et les mettre en magasin. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier où il y a énormément de gestion de matière, il y a énormément de dons qui arrivent, il y a énormément de tri à faire. Ça demande beaucoup de personnes, beaucoup de petites mains pour venir trier tous ces vêtements. Et donc, c'est une des stratégies d'économie circulaire où il y a le besoin de plus d'opérateurs ou d'opératrices. Autant dire que David, il a beaucoup de collègues qui font le même métier que lui. Il se trouve que c'est aussi une stratégie qui est très utilisée en économie sociale. Ça, c'est un résultat qu'on a pu observer. Moi, mon interprétation, c'est que c'est une stratégie qui est très facile à mettre en place. Après tout, vous pourriez le faire chez vous aussi. Ça demande juste d'avoir un local pour réceptionner les dons et un local pour revendre les dons. Donc assez facile à mettre en place. Peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous que ça a interloqué. J'ai dit qu'il avait un diplôme universitaire au début. Généralement, c'est pas ce à quoi on s'attend quand il y a quelqu'un qui fait ce genre de travail. Là, encore une fois, ce que j'explique, c'est pas la vérité, c'est juste une observation que moi j'ai faite pendant mon terrain. En gros, la façon dont moi je l'explique, c'est que David, il est issu de l'immigration et il avait un diplôme universitaire dans son pays d'origine, mais quand il est arrivé au Canada, son diplôme n'est pas reconnu et donc il est obligé de trouver un travail parce qu'il faut travailler dans la vie. Et l'économie sociale, il se trouve que c'est des entreprises qui sont plus enclines à engager des personnes qui sont issues de la diversité et donc on retrouve des gens comme David. J'ai rencontré des médecins, des ingénieurs qui, en fait, finalement, travaillent, trient les vêtements toute la journée. Donc voilà, ça pose quelques questions. Je me souviens, Julia, on a dit Julia ? Julia a 29 ans. C'est une femme, elle est blanche et elle n'est pas en situation de handicap. Elle gagne entre 35 et 50 $ de l'heure. Et elle a aussi un diplôme universitaire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Julia, dans la vie ? Julia, elle travaille dans une coopérative qui fait du partage de vélos. Donc là, vous pouvez imaginer Communauto, mais pour les vélos. Bixi, en fait, maintenant que j'y pense. C'est donc la stratégie économie collaborative, pour ceux qui se connaissent un petit peu en économie circulaire. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est surtout un travail de coordination. Donc elle vérifie que Madame Machin a bien rendu le vélo, que le vélo numéro 400 il est toujours au bon endroit, et puis que tous les vélos sont fonctionnels. Donc c'est un travail de bureau essentiellement. Il se trouve qu'elle travaille dans une coopérative. Donc généralement des petites structures, en tout cas ce que nous on a observé dans notre échantillon, c'est des entreprises qui ont moins de 5 personnes en général. Et donc il faut mettre la main à la pâte
parfois, elle fait aussi de la réparation de vélos. Parce que quand il faut, il faut. Il n'y a personne d'autre pour le faire, donc Julia répare des vélos de temps en temps. Et elle enregistre des niveaux de stress assez conséquents. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a observé. Oui, donc c'est ce que je disais. Elle est multitâche dans sa profession. Elle nous dit aussi qu'elle a un fort niveau d'engagement envers son travail. Donc elle est très motivée. À noter, comme on est dans une coopérative, c'est un membre, une voix. Donc quand il y a des prises de décision, on note que ces prises de décision sont plus horizontales entre tous les membres de la coopérative. Et ça, selon moi, ça peut contribuer à améliorer la satisfaction à l'emploi. On a un dernier personnage à voir et je vais accélérer car j'ai déjà dépassé mon temps peut-être. Marianne, non, okay. Marianne a 41 ans, c'est une femme blanche, elle est en situation de handicap. Elle a un diplôme du secondaire et elle gagne entre 20 et 35 $ de l'heure. C'est une fourchette large, je vous l'accorde. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est technicienne qualifiée et elle travaille dans une OBNL qui fait de la réparation d'électronique. Cette OBNL, il se trouve que c'est une entreprise d'insertion. Donc là, vous vous souvenez de ce que j'ai dit tantôt. Qu'est-ce que c'est une entreprise d'insertion? Concrètement, Marianne, elle est là pour une période de courte durée. Elle va apprendre à réparer des téléphones et des ordinateurs. Donc sa journée, elle se partage entre... Ouh, mon Dieu! Sa journée, elle se partage entre de la réparation d'objets électroniques et des formations. À noter qu'on peut être au contact de matières dangereuses quand on fait ça. Donc, ça pose la question de genre, oui, on répare nos téléphones, mais qui répare nos téléphones? Dans quelles conditions? En l'occurrence, Marianne. L'apport de l'économie sociale ici, c'est que y a une mission sociale à l'entreprise et ça la motive. C'est quelque chose qu'on a beaucoup enregistré, en tout cas qu'on a beaucoup relevé pendant le terrain. C'est que le fait de travailler dans une entreprise qui a une mission sociale, ça donne vraiment du sens au travail. Ça permet vraiment d'augmenter la qualité ou en tout cas la satisfaction à l'emploi. Et puis, elle a, grâce à cette entreprise, une opportunité de formation et éventuellement d'emploi à la suite de ça. C'est plutôt pas mal. Enfin, je sais pas, je pense. Donc voilà, on arrive à la fin, on peut conclure. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y avait des emplois très différents en économie circulaire. Là, je vous en ai présenté que 3 exemples. Et ce serait beaucoup plus long de tous les présenter. En fait, je ne pourrais pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très diversifié. Il y en a plein selon les stratégies, selon les types d'entreprises. Et du coup, les conditions de travail sont aussi très hétérogènes. Qu'on travaille dans un bureau, qu'on répare des vélos, qu'on trie des déchets, ce n'est pas les mêmes réalités. Donc c'est très difficile de répondre à la question à quoi ça ressemble de travailler en économie circulaire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que l'économie sociale a le potentiel de rehausser les conditions de travail, en tout cas la satisfaction à l'emploi. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre. En tout cas, moi, c'est ma thèse. C'est mon hypothèse. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont poursuivre le travail là-dessus pour aider à démontrer que c'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, Clara. De rien. Super présentation. J'ai ici un deuxième micro. Cécile, elle va se promener dans la salle là, si vous avez des questions. N'hésitez pas à lever la main. Oui, bonjour. Je voulais savoir aussi, par exemple, pour des entreprises d'insertion, là, est-ce qu'ils reçoivent des subventions régulières? Là, parce que si on parle de formation, mais peut-être qu'ils ne payent pas les formations à partir de la vente des ressources. C'est une très bonne question. Je pense qu'en général, dans l'économie sociale, même s'il y a une obligation à être rentable et à pouvoir se soutenir par son propre modèle économique, ça ne marche pas forcément. Donc il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui reposent sur les subventions. Je ne sais pas si ça répond à la question spécifiquement. Et je pense que même moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question spécifiquement, mais en tout cas, c'est probable qu'il y ait des subventions, ouais. Oui, moi, c'est par rapport
concept de meilleures conditions de travail. C'est que dans l'ensemble, ce sont des petites entreprises, en fait. Pas nécessairement. Pas nécessairement, d'accord. Non, il y a des dans notre échantillon, on avait par exemple 4 entreprises qui avaient plus de 100 employés. Ok, parce que j'ai toujours l'impression que plus une entreprise est, on va dire, conséquente, plus le lien social, enfin le lien, les relations sociales entre la hiérarchie même, est flou, ce qui explique qu'il y a des problèmes de conditions de travail. Effectivement. Non, mais c'est vraiment intéressant. On a constaté qu'il y avait une corrélation entre le fait de travailler dans une coopérative et le sentiment d'horizontalité qu'on a par rapport aux décisions, mais c'est aussi corrélé avec la taille de l'entreprise, parce que les coopératives de notre échantillon sont significativement plus petites que celles que les OBNL. Et donc, c'est difficile d'interpréter ce résultat. Est-ce que c'est parce que l'entreprise est plus petite, ou est-ce que c'est parce que c'est une coopérative? Donc, effectivement, c'est une question qui reste en suspens. Puis, j'imagine aussi qu'il y a un lien fort avec le sentiment de faire quelque chose d'utile. Enfin, je veux dire, c'est pas un bullshit job, là. C'est pas un job où on fait quelque chose pour histoire d'eux, quoi. On fait quelque chose qui est utile, qui a du sens qui sont dans le meilleur des mondes, en accord avec nos principes, on va dire. C'est surtout ça qui donne des meilleures conditions, en tout cas, de... Ouais. Effectivement, moi, je pense que c'est vraiment ça que j'essaye de mettre en avant. Et ça, pour le coup, il n'y avait pas de corrélation avec la taille de l'entreprise ou avec le type d'entreprise. C'est vraiment un résultat qu'on a pu observer à travers notre échantillon, le sens au travail. Est-ce qu'on a une idée de la quantité de travailleurs en économie sociale ou économie circulaire au Québec? Il y a 11 000 travailleurs et travailleuses en économie sociale, mais en économie sociale et circulaire, je ne sais pas. Ça représente un pourcentage important des travailleurs, j'imagine, au Québec, ou c'est quelque chose qui est encore marginal? Non, c'est quand même assez marginal, l'économie sociale encore. Ouais. Est-ce que c'est à la hausse ou plutôt à la baisse? Je ne sais pas, mais je pourrais t'envoyer le rapport du chantier de l'économie sociale sur les 3 dernières années si tu veux checker. C'est très gentil, merci Clara. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions, malheureusement. Mais si vous avez d'autres questions pour Clara, on va avoir une pause là, après notre deuxième présentation. Donc, n'hésitez pas là, à aller la voir et lui jaser de tout ça autour d'une bière. Moi, je vais reprendre mon micro. Tiens. Merci. Je passe. Super. Donc, merci encore à Clara pour cette super présentation. Donc, pour notre deuxième présentation, on va accueillir Rachida Bouhid. Elle est chercheure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'ESG de l'UQAM. Elle s'intéresse à la mise en place et la mesure de la circularité lors de l'implantation et la transition vers l'économie circulaire. Ces projets portent sur les fondements de la circularité et les conditions de dimension sociale participative. Donc, accueillir Rachida avec des applaudissements. Merci Marie-Claudel pour cette présentation. Bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être là avec vous ce soir. Pour la partie de mes recherches que j'aimerais partager avec vous. En fait, ça... non, c'est ça. Ah, OK, oui. Je vais oublier ça souvent. Vous jouez avec tout ça. OK. Donc, ça se concentre autour d'une question que je m'étais posée assez tôt dans mes recherches. Et cette question est... sommes-nous capables de construire une économie circulaire qui soit circulaire au Québec? Et surtout, autour de... je m'intéresse plutôt au rôle de l'implication citoyenne. Donc, mais avant d'aller plus loin, avant de vous expliquer tout ça, aimeriez-vous savoir comment est-ce que j'en suis venue à m'intéresser à l'économie circulaire? Oui? OK, super, parfait. Allons-y. Donc, en fait, moi, comme plein de monde, donc j'ai fait un bac, une maîtrise, première maîtrise, deuxième maîtrise même. Et je suis allée travailler. Donc, je travaillais et j'essayais de bâtir une carrière.
Mais ça n'arrivait pas, ça vraiment, là, c'était un peu pénible. Peut-être parce que je suis de petite taille, puis le plafond de verre, il arrive très, très, très vite. Donc, c'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis là, je dis non, ce n'est pas une coïncidence, il faut aller voir quelque chose, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et donc, je suis partie faire le tour du monde. Et j'ai atterri en Inde. Et en Inde, j'ai fait des rencontres extraordinaires avec des chercheurs qui sont mordus du développement durable. Entre autres, je m'étais impliquée dans des projets de plantation d'arbres autour du Kaveri. Le Kaveri, c'est l'un des grands fleuves de l'Inde, pas aussi gros que le Gange. Mais bon, donc c'est quand même très important. Et j'étais bien. Moi, j'ai trouvé un place. J'étais vraiment avec du bon monde que j'ai adoré. Mais, oups, 2020, milieu 2020, ils nous ont dit « rentrez chez vous ». Rentrez chez vous. Donc, je rentre à Montréal, ne sachant pas nécessairement par où commencer. Comme ça, un peu plus loin. OK, super. Donc, je rentre à Montréal, mais avec toutes ces belles rencontres, je m'étais imprégnée de tout ces rencontres et surtout de ces recherches-là sur le développement durable. Et ce qui est agréable avec le développement durable, avec les 17 objectifs, chacun peut trouver son carré de sable et pouvoir essayer d'avoir un impact à travers ça. Moi, dans mon ancienne vie, que je travaillais en logistique, approvisionnement et ainsi de suite, l'objectif 12, lui, avait plus de sens pour moi. L'objectif 12, intéressant avec des indicateurs, des mesures et ainsi de suite, mais pas suffisamment pratique, alors que moi, j'aime ça, la pratique. Donc, la pratique, pour concrétiser l'objectif 12, on passe par, entre autres, l'économie circulaire. Et donc, c'est comme ça que je me suis ramassée à travailler sur l'économie circulaire. Là, vous connaissez tous mes secrets les plus gardés. Je vous ai tout dévoilé. Il ne reste plus rien. Je sais que Clara a expliqué ça, mais j'aimerais quand même être certaine. Donc, en fait, lorsqu'on parle d'économie circulaire à contraster avec l'économie linéaire, l'économie linéaire, elle, au niveau, après le post-consommation, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Donc, on chipe ça ailleurs et on ferme les yeux. Alors que l'économie circulaire, elle essaye, ce qu'elle nous dit de faire et vouloir faire, c'est essayer que les produits aient une vie plus longue possible ou encore plusieurs vies. Comme ça, les produits vont rester le plus longtemps dans l'économie. Sauf que c'est très facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et les recherches nous montrent que, et je mets ça sur, en fait, un escalier pour montrer il y a une dizaine d'échelles ou de marches à grimper avant de dire, OK, on est circulaire. Celles en bas, le R9 récupéré ou recyclé, ça, c'est... On le fait assez bien. Donc, tout ce qui a trait à l'application utilitaire des matériaux, on le fait quand même bien. Les 5 marches au milieu de l'escalier, réaffecter, reproduire, restaurer, réparer et réutiliser, on le fait à quelque part, pas tout à fait, peut-être des fois à 10%, 2%, mais 20%, mais on est encore loin du 100%. Les 3 dernières marches, réduire notre consommation, repenser nos besoins, refuser complètement à ce que des produits qui ne sont pas durables rentrent dans l'économie, on n'est pas là. Et ce qui nous dit qu'on n'est pas là, c'est entre autres l'indice par exemple, de circularité au Québec, qui est à 3,5% dans le dernier rapport du mois de février 2024, qui est en recul par rapport à 2023. Donc, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, un 3,5%, ça veut dire que 96,5% de nos besoins, on les comble encore avec des produits neufs et des matériaux complètement neufs. Lorsqu'on creuse ça, on essaie de voir pourquoi, où est-ce que ça cloche. Mais entre autres, ce sont les enjeux sociaux qui posent un petit peu, qui représentent des freins. Les enjeux sociaux tels que notre mode de vie, le mode de vie de façon générale. Je ne rentrerai pas dans le détail de tous ces enjeux, mais s'il nous reste du temps, je peux toujours y revenir avec grand plaisir. La culture populaire, les peurs, nos peurs et aspirations, parce que ça nous inquiète, là, l'histoire par exemple, des emplois en économie circulaire, ce n'est pas très attrayant, mettons. Donc, les communautés populaires, santé, bien-être personnel, les systèmes politiques, bien sûr, et nos droits
personnel, droit de propriété. Droit de propriété, on parle beaucoup de location, mais sachez qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à vraiment laisser de côté leur droit de propriété, s'approprier les biens. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, et ces enjeux, lorsqu'on les creuse encore davantage pour voir qu'est-ce qui manque, où est-ce que ça cloche, le maillon manquant est principalement l'implication citoyenne. Donc, nous nous impliquons pas suffisamment, on n'y croit pas suffisamment. C'est ça ce que ça veut dire. Vous allez me dire, d'accord, Rachida, on comprend que l'économie circulaire est importante. Oui, c'est vrai que peut-être on peut faire les choses mieux, on peut s'impliquer davantage, mais encore, dis-nous pourquoi. Pourquoi je devrais m'impliquer? Pourquoi devrais-je m'impliquer? C'est ça une des questions, en fait, une question principale. Donc, pourquoi devrais-je ou dois-je m'impliquer dans les initiatives de l'économie circulaire, mais entre autres pour garantir à ce que la transition soit équitable, qu'on n'oublie personne et que, par exemple, les groupes marginalisés soient aussi représentés, leur voix est aussi entendue. Une autre raison pour laquelle on doit s'impliquer, c'est que pour s'approprier et aussi adapter des initiatives et des politiques qui répondent à nos besoins. Donc, si on ne s'implique pas, ça ne répondra pas nécessairement à nos besoins. Et aussi parce que l'engagement fait en sorte que ça nous aide à s'approprier ou à s'approprier des nouvelles façons de faire, des nouveaux comportements, adopter de nouveaux comportements, adopter de nouveaux modèles. J'ai pris des notes. Le troisième, accroître l'efficacité des politiques. Il y a des politiques, il y a des initiatives qui sont prises, mais est-ce que ces initiatives et ces politiques, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'elles répondent aux besoins de la communauté? Et en s'impliquant, on va s'assurer que ça répond à la communauté. Il y a aussi le fait de renforcer les liens sociaux. Mais le renforcement des liens sociaux, c'est certain qu'il vient avec l'implication dans la communauté. Mais ce qui vient aussi avec l'implication dans la communauté, c'est le fait, on le sait, la somme de nos intelligences est plus intéressante que juste l'intelligence d'une seule personne. Donc, en faisant les choses en collectivité, c'est beaucoup plus intéressant et on trouve des fois des solutions inédites auxquelles on n'a pas pensé nécessairement quand on est tout seul. D'accord. Rachida, c'est bien, d'accord, on a compris, on s'implique. Encore, moi je vais aller vers vous. Mais, non, est-ce que je suis dans la caméra? Super, parfait. D'accord, mais je veux m'impliquer, mais comment je fais ça? C'est ça la question aussi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a des initiatives et comment est-ce qu'ils sont de ces initiatives-là? Donc, là encore... au niveau individuel, les recherches nous disent que malgré la façade, malgré qu'on ait beaucoup à dire, on est pour le changement climatique, on veut combattre ça, on est pour tout ce qui est vert, durable et ainsi de suite, mais ce n'est pas vrai. Lorsque laissé à nous-mêmes derrière les murs, les choses se passent autrement. Et donc, en fait, la première chose à faire, c'est peut-être aller adopter les pratiques circulaires de façon un peu plus intéressante. Par exemple, l'achat de produits durables, encore des biens d'occasion, opter pour la réparation au lieu du neuf, réduire notre consommation de ce qui n'est pas nécessairement nécessaire, entre autres. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire individuellement, faire attention, s'impliquer dans le tri. Le tri, là, c'est toujours... au niveau collectif, participer à des initiatives locales. Donc, les initiatives locales, il y en a, par exemple, les ressourceries, les banques de prêts, d'outils, les jardins partagés. Organiser ou encore rejoindre des campagnes de sensibilisation, inviter les amis, la famille, les collègues et ainsi de suite. En fait, toutes ces initiatives-là sont intéressantes, elles existent, il faut les surveiller, puis peut-être s'y impliquer encore un peu plus davantage. Au niveau, je dirais au niveau public, contribuer à la co-conception. On entend beaucoup la co-conception comme étant un concept qui est relié au produit, mais en fait, la co-conception des politiques et des initiatives, ça peut être intéressant d'assister à des consultations publiques, donner notre avis sur ce qui se passe, intégrer des groupes qui sont intéressés par la circularité et influencer en fait les décisions prises à ce niveau-là.
Et autres, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, encourager les entreprises circulaires, on entend ça souvent. Pourquoi il faut concrétiser, en fait, promouvoir les marchés circulaires. Utilisation du numérique. Le numérique, en fait, la technologie est très importante au niveau de la circularité et la mise en place des initiatives. Informer et promouvoir aussi en utilisant les médias sociaux, et ainsi de suite. Mais de façon générale, militer pour que le changement systémique arrive, et c'est ça qui va faire la différence, certainement, dans notre implication. Et voilà, en fait, pour répondre à la question que je m'étais posée au début et que j'ai partagée avec vous, sommes-nous prêts? Le chemin à faire est encore long et ce n'est pas évident, les défis sont là. Par ailleurs, notre implication va faire la différence et je pense que c'est ça qui ressort de toutes les nombreuses lectures résumées de ma part et en fait les entrevues faites sur le terrain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachida. C'était vraiment super comme présentation. Même si c'est un peu démoralisant là, qu'on se rende compte qu'on n'est pas encore rendu là. Donc, même principe, Cécile va encore passer avec le micro, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour, merci. Moi, je trouve pas ça démoralisant, au contraire, mais parce que tu as beaucoup d'énergie puis tu as l'air très motivé, donc c'est plutôt cool. Je me demandais si tu avais une idée de la quantité d'objets. Tu parlais de 3%, je pense, de nos besoins qui sont réutilisés en économie circulaire. Est-ce qu'il y a comme des seuils à partir d'un moment où on se dit que les entreprises, les pouvoirs publics vont vraiment s'investir pour transformer un système ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est très général là, puis c'est comme question, mais... C'est intéressant, en fait, la question revient, est-ce qu'on a un seuil, on a un objectif à cibler? C'est ça. Je ne pense pas, en fait, je ne sais pas à ma connaissance, peut-être qu'il y en a. Je sais que l'indice de circularité à travers le monde, il est de 8,1. C'est une moyenne mondiale, donc il y en a qui ont dépassé ça, il y en a qui sont... Donc, je ne sais pas si il faut aller au moins cibler cette moyenne-là, mais 3,5 de toute façon, je pense que ça demeure très bas, mais le plus... c'est pour reprendre démoralisant, en fait, l'indice a commencé à être calculé depuis 2018, puis depuis ce temps-là, ça dégringole. Donc, 2023 au Québec, c'était 3,7, juste pour vous dire. Merci Rachida, très inspirant. Comment tu es venue à la conclusion que le maillot manquant était vraiment l'implication citoyenne? Parce qu'il y en a qui disent « Ah, c'est le réglementaire, c'est les entreprises ». Qu'est-ce qui a fait en sorte que pour toi, pour ta recherche, c'était ça le maillot manquant? Oui, en fait, si je reviens, puis comme j'avais dit, là, je ne voulais pas détailler non, c'est ça ouais, effectivement, mais quand on les creuse, le regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que le mode de vie des gens? Ça implique quoi, le mode de vie des gens? Et ainsi de suite, pour chacun des éléments, des enjeux sociaux. On voit que, en fait, la conclusion que moi, selon mes lectures et les entrevues, tout ça, les gens ne s'y prêtent pas. En fait, comme si on n'y croit pas encore suffisamment, on ne fait pas... Je pensais que c'était là. Il faut faire une ligne. Il faut faire une ligne. En fait, c'est ça. Non, je veux être dans la caméra, sinon vous allez me couper la tête, ça ne marche pas. Je veux... En plus. Oui, en plus. Désolée. Mais Cathy, pour répondre à ta question, en fait, c'est ça. C'est en regardant chacun des enjeux, en les détaillant, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. En fait, c'est quoi qui compose finalement cet enjeu-là. On arrive à... les individus comme tels, leur implication n'est pas suffisante à ce niveau-là. Ils ne font pas l'effort nécessaire comme ils disent vouloir le faire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Là. Oui. Mais effectivement. Merci. Ça fait un peu écho aux deux autres questions d'avant, mais j'étais curieux de savoir s'il y a
on entend des fois qu'il y a une différence entre un consommateur et un citoyen, que le consommateur il va faire des choix au magasin, il ne fait pas les mêmes en tant que citoyen. Est-ce qu'il y a des leviers qui sont identifiés pour essayer d'aligner la vision des citoyens en étant des bons consommateurs aussi pour éduquer ou encourager le monde à aller dans la bonne direction, finalement? C'est vrai que c'est une question très importante que je n'ai pas creusée personnellement, mais probablement c'est ça. Si on se détache de cette aura ou cette caractéristique qui nous suit de consommateurs et vouloir à tout prix suivre la mode et ainsi de suite et continuer dans cette voie-là, en oubliant qu'il y a une collectivité, qu'on fait partie d'une collectivité, qu'on a des objectifs communs, on a des objectifs de société, ainsi de suite. Comme citoyens, les choses changeront. Et donc, c'est pour ça que la sensibilisation, ceux qui y croient doivent passer le bon mot, diffuser le mot à tout le monde. Donc, ça revient à ça, je pense. Merci pour la question. Merci encore, Rachida. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions. Donc, on peut l'applaudir, là. Donc, c'est maintenant le temps de prendre une petite pause. Là, on va prendre un 10 minutes. Vous pouvez aller poser les questions que vous n'avez pas eu le temps de poser à nos chers présentateurs d'ici ce temps-là. Il est actuellement 6h54, donc on va reprendre à E4. Donc, bonne pause. Recommencer tranquillement. On a déjà dépassé un petit peu le temps, mais on voulait vous permettre d'avoir un meilleur éclairage à l'avant. Donc, on a étiré la pause pour faire des petits ajustements techniques. Je vais vous laisser le temps de reprendre vos places pour vous présenter notre troisième présentateur. Donc, notre troisième présentateur s'appelle Jean-Philippe Leclerc. Il est diplômé du baccalauréat en génie mécanique à l'ETS et il est maintenant étudiant à la maîtrise en génie mécanique à l'ETS aussi, où il se spécialise dans les procédés d'usinage et de mise en forme pour la fabrication circulaire. Il est aussi actuellement auxiliaire de recherche et coordonnateur de laboratoire. Ce soir, il nous présente « Les déchets des uns sont parfois les trésors des autres ». Accueillez-le chaleureusement. Bonjour. Merci de m'avoir introduit. Je suis content d'être ici ce soir. J'espère que vous allez bien. Donc, ça a déjà été dévoilé. Le titre de ma présentation, « Les déchets des uns sont parfois le trésor des autres ». Donc ça, c'est un vieil adage, mais c'est encore d'actualité étant donné qu'on vit dans un monde fini. C'est-à-dire que les ressources et puis l'espace dont on dispose, c'est pas illimité. Et puis, l'espace qu'on décide d'utiliser pour entreposer nos déchets, c'est aussi de l'espace qu'on perd pour pouvoir faire autre chose. Donc, dans ce contexte-là, ça nous amène à réfléchir à des stratégies pour réduire notre utilisation de matières vierges, mais aussi réduire notre génération de déchets. Et puis ça c'est les deux principes de base de l'économie, c'est deux des principes sur lesquels se base l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, on en entend de plus en plus parler, mais c'est quoi concrètement? Ce soir, je vais essayer de voir ça avec vous à travers un exemple où on va voir des coquilles d'œufs qui sont revalorisées pour faire un matériau pour l'impression 3D. Donc, mon objectif avec la présentation de ce soir, puis avec mon exemple, ça va être de vous amener à comprendre comment et pourquoi la fabrication additive peut et s'inscrit dans un contexte de transition vers l'économie circulaire. Ça peut être un acteur important dans la transition vers l'économie circulaire. Donc, à main levée, un peu pour voir qui écoutait attentivement avant la pause, mais savez-vous c'est quoi l'économie circulaire? Et puis, est-ce que vous savez, ça s'offre comme alternative à quel autre modèle? Je pense que vous pouvez le deviner assez facilement. On parle d'économie linéaire. Donc ça, on va passer peut-être un petit peu plus rapidement, étant donné que ça a été déjà expliqué. Le concept d'économie linéaire, ça part de l'idée d'extraire des ressources pour ensuite les transformer dans un produit qui va être utilisé. Les consommateurs, ils vont finalement en disposer quand ce produit arrive à la fin de sa vie utile. Donc, l'économie traditionnelle, généralement, l'étape de disposition, ça se traduit par l'incinération ou l'enfouissement. Ce n'est pas très bien aligné avec le principe qu'on disait qu'on vit dans un monde qui est fini. Ça nous amène à réfléchir à des stratégies et à parler d'économie circulaire. Donc,
l'économie circulaire, son objectif global, c'est de lutter contre la crise climatique, mais c'est aussi d'autres enjeux globaux comme la perte de biodiversité et aussi lutter contre la production de déchets et la pollution. Comment ça se fait ou comment on y arrive? Ça se fait en découplant notre activité économique de l'utilisation de des ressources. Ça se fait par des boucles. On a déjà vu des boucles présentées sur un schéma semblable un peu plus tôt. Donc, ces boucles-là peuvent inclure des stratégies comme remettre à neuf, recycler ou composter, par exemple, mais aussi moyen d'agir à différentes étapes. Comme on peut voir maintenant, il y a aussi des boucles plus courtes qui existent, qui, elles, sont plus directes. Par plus direct, ce que ça sous-entend, ça veut dire généralement moins d'énergie requise pour retrouver un produit utile pour quelqu'un à partir d'un produit qui était plus utile pour quelqu'un d'autre. Généralement, moins de transport aussi. Donc, les boucles les plus petites sont à préconiser, sont meilleures que les boucles un petit peu plus grosses, mais dans tous les cas, on parle d'économie circulaire avec ces stratégies-là. Ça nous amène à parler, à penser, on voit que l'aspect production reste très important. Donc, malgré le fait qu'on soit dans un concept d'économie circulaire, il faut penser à produire des pièces. Et puis, pour produire, ça amène le deuxième sujet de la présentation, les modes de fabrication. Dans une idée un peu traditionnelle, on peut penser à l'usinage ou au mode de fabrication soustractif, où, à l'aide d'un outil coupant, on part d'un bloc de matière. Finalement, on vient enlever de la matière partout ce qui ne devrait pas y en avoir, jusqu'à temps qu'on obtienne une pièce finale désirée. Donc, dans ce terme-là qui est assez vaste, ça regroupe différentes stratégies. Et puis, tant que le principe, c'est de retirer de la matière, cette matière-là qu'on retire, soyons clairs, ça devient un déchet, eh bien, on est dans un contexte de fabrication soustractive. Ça sert surtout à amener le sujet de la fabrication additive. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, la fabrication additive à main levée. Et puis, si je dis impression 3D, est-ce que ça allume des lumières? Donc, la fabrication additive ou l'impression 3D, c'est un autre terme qui est assez vaste et qui regroupe différentes technologies. La différence, par exemple, c'est que comme le nom le sous-entend, plutôt que de retirer de la matière, on vient en ajouter. Donc, on ne part pas d'un bloc pour en retirer, on part d'un plateau qui est vide, puis on en ajoute sélectivement. Sélectivement, ça veut dire uniquement aux endroits où on en souhaite, pour qu'à la fin, on ait une pièce. Puis l'autre point important qui est schématisé ici, c'est que c'est une approche qui est couche par couche. Donc, on va venir déposer de la matière et puis faire ça plusieurs fois dans le temps jusqu'à temps d'avoir un objet en 3D. C'est des technologies qui sont jugées comme étant agiles. Ça veut dire que ça permet de produire des pièces qui sont complexes et qui sont variées. Ça permet de faire différents types de pièces. Mais l'aspect fabrication, maintenant qu'on a parlé de fabrication additive, c'est juste une partie de l'histoire. C'est le comment. Donc, c'est important de s'intéresser au quoi. Donc, le matériau. Le comment, c'est comment on va le transformer, mais le quoi, c'est on transforme quoi pour faire une pièce. Donc, pour l'impression 3D, on a le PLA. C'est un bioplastique qui est très populaire. Il est aussi utilisé dans d'autres industries. On dit bioplastique étant donné qu'il n'est pas fait à partir de produits dérivés du pétrole. Il est plutôt fait à partir d'amidon ou de maïs, par exemple. Pour le PLA, comme pour tous les autres matériaux, on cherche généralement des stratégies pour pouvoir réduire son coût. Une des stratégies pour réduire le coût des plastiques, comme le PLA, c'est d'y ajouter un agent de remplissage. Puis un exemple populaire, c'est le carbonate de calcium. Le carbonate de calcium qu'on utilise typiquement, il provient des mines. Donc, on comprend qu'on peut travailler sur des stratégies pour réduire l'impact associé à miner la terre, mais on ne peut pas se débarrasser de l'impact associé avec miner la croûte terrestre. Il va toujours y avoir un impact, c'est certain. Par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible d'obtenir ce carbonate de calcium-là d'une autre manière? Puis là, je vous pose une question, peut-être un peu facile, mais devinez, c'est fait en quoi des coquilles d'œufs? En carbonate de calcium. Donc, des coquilles d'œufs, pour faire, dans cette histoire-là, je vous vois venir, les coquilles d'œufs, mais c'est quoi le problème avec les coquilles d'œufs? Ça va au compost, c'est la bonne chose à faire. Vous avez raison, pour vous et moi, c'est la bonne chose à faire, mais là, on parle des coquilles d'œufs qui viennent des usines de transformation. Les usines de transformation, c'est quoi? En fait, c'est des usines qui transforment des œufs en très, très grand volume pour approvisionner des choses comme des boulangeries ou comme des usines qui vont fabriquer de la mayonnaise ou pour produire là, un très, très grand volume d'œufs cuits durs qui vont être vendus à l'épicerie déjà prêts à consommer. Donc, pour vous donner un chiffre, au Canada, en 2023,
il y a eu 10 milliards d'œufs qui ont été produits. Dans une économie développée comme au Québec ou au Canada, c'est environ 30% des œufs qui sont transformés dans des usines de transformation comme ça. Donc, sur 10 milliards, ça veut dire environ 3 milliards d'œufs qui ont été transformés puis qui ont généré un déchet de coquilles d'œufs. C'est important de le mentionner. Eux, ils font que transformer des œufs. Donc, ils n'ont qu'un déchet de coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs tout seuls, ce n'est pas du compost. C'est un déchet qui doit être géré par des compagnies spécialisées. Donc, pour eux, c'est considéré un déchet. Puis là, j'ai parlé de milliards. Des milliards, c'est énorme. Puis à notre échelle, c'est un petit peu dur à apprécier des fois. Donc, je vous propose une représentation un peu plus graphique où on compare une liasse de 10 000 $ par exemple. Après ça, on a 1 million de dollars. Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire qu'un million, c'est pas mal. C'est beaucoup d'argent déjà si on se le fait offrir. Puis là, on voit la différence frappante avec le milliard. Puis c'est là qu'on comprend qu'il y a vraiment... le fois 1000, on le voit, puis on l'accepte. Tout ça pour en venir à vous dire que les coquilles d'œufs dont on va parler dans l'exemple, ils proviennent des usines de transformation. C'est un déchet et il y en a beaucoup. Donc, on parle de 3 milliards d'unités de coquilles d'œufs qui ont été générées au Canada en 2023 dans ce contexte-là. Dans mon projet, je propose d'utiliser les coquilles d'œufs qui sont issues des usines de transformation. C'est jugé comme un bon candidat. Pourquoi? Parce que pour ces usines-là, les déchets de coquilles d'œufs sont un coût. En fait, ça se représente par un coût financier. Eux, ils doivent payer pour gérer ce déchet-là. Mais ça s'accompagne aussi de gaz à effet de serre. Puis comme on a vu un petit peu plus tôt, ben ça, le gaz à effet de serre, c'est ce qui se produit en enfouissant des déchets organiques, par exemple, comme les coquilles d'œufs. Ça s'accompagne aussi de d'autres problèmes potentiels comme le E. coli ou la salmonelle qui peut se propager à travers ce type de déchets-là. Donc, on comprend que ce n'est pas souhaitable de les enfouir. En même temps, je vous ai expliqué qu'on utilise le carbonate de calcium comme un additif. C'est déjà largement utilisé dans l'industrie des plastiques, mais il provient des mines. Donc, en utilisant les coquilles d'œufs qui proviennent des déchets des transformateurs industriels pour l'ajouter au PLA, pour proposer un matériau nouveau, en fait, on réduit les coûts des transformateurs d'œufs, on leur permet d'éviter le frais associé avec la gestion de leurs déchets, et puis en même temps, on se retrouve à éviter les gaz à effet de serre, mais sur deux fronts. Parce qu'il y a les gaz à effet de serre qui sont sauvés par ne pas enfouir les coquilles d'œufs, comme on l'a vu, mais il y a aussi les gaz à effet de serre qui sont évités par ne pas obtenir ce carbonate de calcium-là par des activités minières, par exemple. Donc, dans mon projet, c'était d'évaluer la faisabilité technique de ça. Ça allait placer la fondation pour aller plus loin. Puis ça nous amène à discuter rapidement des perspectives et des pistes pour aller plus loin dans ce genre de projet-là. Donc, il y a des essais mécaniques puis des essais fondamentaux qui ont été faits sur la matière, étant donné que ça, c'est mon domaine. Après, ce qui reste et qui pourrait aller plus loin, c'est l'analyse des cycles de vie, par exemple. Donc ça, en économie circulaire, c'est un outil qui est puissant, qui a été mentionné déjà plus tôt, puis qui permet vraiment de quantifier l'impact ou pour comparer des scénarios. Finalement, c'est un outil qui est puissant puis qui nous permet d'avoir des données qui sont quantifiées. Ce serait donc une étape vraiment intéressante dans ce genre de projet-là pour aller plus loin. Et puis, comme dans tout autre projet qui vise à potentiellement commercialiser un produit, bien, une analyse économique, ça pourrait être aussi une piste intéressante à suivre pour aller plus loin dans ce genre de projet-là. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci pour votre temps. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Donc, vous connaissez la chanson, là, c'est encore Cécile qui va s'occuper de se promener avec notre cher micro. N'hésitez pas à lever votre main. Allô, merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Je me demandais si tu avais un ordre de grandeur de c'est quoi à peu près l'impact qui est évité par la transformation des coquilles d'œufs en PLA pour utilisation, comme tu l'as mentionné, comme la transformation pour créer du plastique, mettons, l'impact environnemental qui est généré par ça par rapport à ce qui est sauvé des autres filières. Je comprends bien la question. C'est pas facile de répondre, étant donné que en fait, il faut comprendre que présentement, ce qui est fait, c'est à l'échelle d'un laboratoire. Donc après, c'est sûr que la mise à l'échelle à l'industrie, ça vient avec des complexités qui sont dures à prévoir à cette étape-ci.
Donc, ça va un peu dans le sens de faire une analyse de cycle de vie qui serait approfondie puis qui donnerait des chiffres à mettre pour répondre plus précisément à ces questions-là. D'emblée, on peut penser que ça serait positif, mais c'est pour ça que c'est important de travailler avec des outils quantifiables comme l'analyse des cycles de vie, par exemple. Est-ce qu'on peut se procurer ton fil? Est-ce qu'il existe quelque part? Est-ce qu'on peut faire des tests avec? Très bonne question. J'espère que oui, dans un futur pas si lointain. En fait, pour l'instant, la réponse, c'est non. Les produits commerciaux qui existent, qui incluent du carbonate de calcium dans du PLA, ça vient présentement du calcaire ou des roches là, de l'industrie minière. Donc, il n'y a pas de produit commercial qui est présentement disponible, mais ça fait partie des idées là, qui pourraient émerger de ce projet-là. Ma question, c'était est-ce que la production de coquilles d'œufs qu'on a actuellement, notamment au Québec, est actuellement suffisante pour répondre aux besoins des additifs dans le PLA? Est-ce qu'on produit suffisamment de coquilles d'œufs pour répondre à ce besoin-là? Est-ce qu'on en produit même peut-être plus? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait d'autres filières dans lesquelles on pourrait utiliser les coquilles d'œufs? Pour les volumes, à savoir si c'est parfaitement en adéquation avec les volumes produits, avec les volumes qui devraient être utilisés ou qui pourraient être utilisés, ça, c'est une question plus compliquée. Par contre, je sais qu'il y a des études préliminaires qui ont été faites dans le but de recenser les différentes sources potentielles de carbonate de calcium, dont les coquilles d'œufs, mais aussi, par exemple, les écailles là, des crevettes, pour essayer de voir à quel point ça correspond avec ce qui pourrait être un besoin. Puis ça semble être pas trop loin du compte. Après, ce qu'on sait des industries, des transformateurs d'œufs, c'est qu'eux, ils cherchent activement là, des moyens de revaloriser ce déchet-là. Je ne sais pas si c'est à chaque année, mais au moins de temps en temps, ils font des appels à l'innovation pour essayer d'encourager des projets qui vont dans le sens de revaloriser le déchet de coquilles d'œufs pour des applications utiles. Fait qu'il y a d'autres pistes qui existent, ça c'est certain. Merci. En fait, je suis curieux de savoir à quel point c'est demandant énergétiquement en ce moment de convertir le matériel biologique de la coquille d'œuf en matériel utilisable pour être mixé avec du PLA. Versus d'autres, je ne sais pas s'il y a d'autres alternatives, mais en fait, juste à savoir, est-ce que c'est complexe niveau transformation ou c'est assez simple? Il y a différentes étapes qu'il faut réaliser pour obtenir. En fait, les coquilles d'œufs, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont pas directement mises dans le PLA. Il y a des étapes de traitement. Pour finalement, le produit qu'on ajoute au PLA, c'est une poudre très, très, très fine. Pour vous donner une idée, là, c'est à peu près 1/3 d'un cheveu normal à la grosseur des particules. Si vous avez pas des cheveux trop fins. Finalement, je m'excuse, je perds un peu le câble sur ta question, mais... En fait, c'était vraiment de savoir, en ce moment, avec les processus qu'il faut faire pour transformer le matériel biologique en quelque chose qui est utilisable pour le PLA, à quel point est-ce que c'est demandant énergétiquement puis complexe? C'est clair qu'il y a des étapes. Après ça, de bien les comparer, d'où l'analyse de cycle de vie que je propose, c'est pour bien comparer les étapes des coquilles d'œufs. À présent, on sait qu'il y a au moins de les broyer, après ça, de les broyer encore plus pour les amener vraiment en poudre, de les sécher. Donc ça, c'est des étapes qui sont connues. Après, pour faire la mise à l'échelle industrielle, puis comparer plus des pommes avec des pommes sur qu'est-ce qui se fait avec le carbonate de calcium issu des mines, là, ce que je peux dire, c'est que pour sortir le carbonate de calcium des mines et puis arriver à un produit commercial final, il y a beaucoup d'étapes, puis il y a beaucoup de transports. Donc, il semble y avoir un coup à jouer avec les coquilles d'œufs qui sont produites. Là, il y en a plusieurs tonnes par jour qui sont produites à Saint-Hyacinthe, par exemple. Merci. Super, bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est super intéressant pour vrai. Qui aurait cru des coquilles d'œufs dans du PLA? Donc, il nous reste malheureusement juste
une présentation à cette soirée Bistro Brain. Donc, notre dernier présentateur, mais non le moindre, c'est Jesse Engelhardt Nunes. Super. J'avais vraiment peur de le débaptiser, là. Mais au fond, je vous le présente un peu. Qui a dit que le génie logiciel était inutile à l'économie circulaire? Certainement pas Jesse. Et amateur de l'abstrait, il simplifie la réalité à travers des modèles pour explorer des futurs possibles et inimaginables. Il est en ce moment doctorant en génie et il se concentre sur la gestion des résidus alimentaires avec l'économie circulaire. Sa présentation des indicateurs cas, c'est ça. Donc, je lui passe le micro. Merci. Petite tranche de vie avant de commencer. Moi, ma sœur, elle est en secondaire 3. Puis depuis qu'elle a commencé le secondaire, à chaque fois qu'on se jase, elle me demande toujours la signification d'un mot quelconque. L'affaire, c'est que c'est toujours malaisant quand ça arrive parce que, tu sais, elle me demande, par exemple, « Hey, Jessie, c'est quoi une patate? » Je vais aller sur Google chercher le mot « patate » parce que je ne suis pas capable de répondre comme ça aussi rapidement. Puis pourquoi je vous partage cette anecdote un petit peu malaisante, on va se le dire? C'est parce que dans le cadre de ma recherche sur les indicateurs en économie circulaire, on est arrivé à peu près au même problème. Les indicateurs, tu pourrais demander à tout le monde c'est quoi, personne ne va va donner la même réponse. Fait qu'on va s'aventurer avec ça aujourd'hui. Puis la première étape, c'est de savoir c'est quoi un indicateur. Donc on peut aller sur Google comme je le fais avec ma sœur, ou dans le cadre de la recherche, on peut aller consulter cette mystique littérature scientifique. C'est ça que j'ai fait. Je suis allé voir un article vraiment cool, 10 pages. Et dans ces 10 pages-là, ce qu'ils disent, c'est qu'un indicateur, ça donne une indication. Là, par applaudissement, qui c'est qui est surpris de voir ça dans un article scientifique ou dans ma présentation? Là? OK, quand même. OK, cool. J'ai réussi ma surprise, c'est le fun. Le mot le plus important dans cette phrase-là, c'est « une ». Je vous explique ça avec un exemple. Rachida en a parlé un petit peu plus tôt, le taux de circularité. Je vais vous expliquer un peu le concept parce que, je fais de l'économie circulaire, je vais réutiliser cet exemple-là à tout bout de champ aujourd'hui. Taux de circularité, on pourrait prendre par exemple les verres, les assiettes qui sont devant nous. Ces assiettes-là, à un moment donné, elles ont été fabriquées, elles ont été vendues. Elles sont donc rentrées dans notre économie et on les utilise pour un certain nombre de temps. Éventuellement, on espère que ça va toffer vraiment longtemps. Moi, ma grand-mère, elle a des assiettes qu'elle a achetées quand elle a immigré ici. Sinon, ils vont casser puis éventuellement, on va les jeter. Dans ce temps-là, tout le temps qu'on l'utilise, ça va être dans notre stock. Éventuellement, ça va sortir, soit on va les envoyer aux poubelles, ou sinon, on va essayer de les recirculer. Bon, pour des assiettes, on va les vendre peut-être sur Kijiji ou sur Marketplace s'ils sont en bon état. Puis le taux de circularité, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure ce qui recircule en masse. Fait qu'en gros, on peut vraiment l'interpréter comme étant, pour chaque 100 kilos qui sort, combien qui revient dans notre économie. Rachida l'a dit plus tôt, au Québec, pour chaque 100 kilos qui sort, il y en a 3,5 seulement qui reviennent dans notre économie. C'est pas beaucoup. Dans le monde, on est à 8,1. La leader mondiale, c'est les Pays-Bas, sont à 20 %. Et en théorie, on pense que ça serait à 70. Fait qu'on est comme 20 fois derrière le maximum théorique qu'on pourrait aller chercher. Bref. Donc, quand je disais un indicateur, ça donne une indication, mais c'est juste ça que ça nous dit. Pour chaque 100 kilos qui sort, combien qui revient? Ça ne me dit pas grand-chose de plus. Puis là, pour aller chercher de l'information supplémentaire, il faut que je me pose d'autres questions. Genre, combien qui en sort? Combien qui en rentre? Combien qui en circule? Combien qu'il y en a dans notre stock? Puis chaque fois que je me pose une question comme ça, j'ai une nouvelle indication, j'ai un nouvel indicateur. C'est cool. Hein, les indicateurs, ça veut dire que c'est facile à créer, puis c'est aussi très polyvalent. Gros avantage, c'est aussi un gros inconvénient. C'est facile à créer, c'est polyvalent. Qu'est-ce que le monde veut le faire quand c'est facile à créer? Tout le monde veut en faire. Là, tous les projets de recherche en économie circulaire sont comme « Ouais, je veux des indicateurs, moi aussi je veux des indicateurs. » Cool, mais comme il y en a déjà qui existent. Pour vous donner un exemple, on peut prendre l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Je ne sais pas trop ce qu'ils font dans la vie. Pour moi, c'est une budget de gouvernement qui sont comme « Ben oui, le développement économique est important pour nous. » Mais l'OCDE a fait un rapport quand même cool qui répertoriait des indicateurs en économie circulaire. À l'intérieur, il y en a 474. J'ai lu ce rapport-là jusqu'à la page 2. Corollairement, à la page 2, ils disent, noir sur blanc, nous avons répertorié 474 indicateurs. Et je cite ça dans ma recherche. Faites juste pas dire ça à mon directeur pour ceux qui le connaissent dans la salle. Puis ça, c'est un jeu d'indicateurs.
Okay? Moi, j'ai trouvé un autre article qui sont comme « Hey, on a analysé 55 jeux d'indicateurs. Puis, by the way, c'est un échantillon. » Fait que faites 55 x 474, vous en avez plus que 2500. Il y en a beaucoup trop. C'est difficile de se retrouver. C'est plus un projet de doctorat, là, cette affaire-là. C'est un projet de carrière. Hein? C'est pas 4 ans, ça va être 40 ans. Définitivement, j'ai pas envie de faire 40 ans à checker des indicateurs puis à voir c'est quoi. Fait qu'il faut que j'améliore mon affaire. Puis là, c'est la prochaine montagne à gravir. Comment je me retrouve là-dedans? Comment je me retrouve dans ces... Je ne sais plus combien d'indicateurs qu'il y en a. Pour ça, on va reprendre notre définition. Bon, un indicateur, ça donne une indication. On va la changer un petit peu. Un indicateur, c'est un ensemble de caractéristiques qui donne une définition. Petite parenthèse, Bistro nous demande une phrase pour résumer notre présentation. Je suis quand même fier de mon coup parce qu'elle est mot pour mot à l'écran en ce moment. Fin de la parenthèse. Ici, ensemble de caractéristiques, on peut vraiment le voir comme on le voit chez les gens. T'sais, moi, je m'appelle Jesse, j'ai les cheveux attachés, je porte des lunettes, je fais de la recherche, bien évidemment. En dehors de la recherche, je joue à Donjons et Dragons, je fais du bateau dragon. Je manque ma pratique de bateau dragon pour être avec vous ce soir, d'ailleurs. Puis tout ça, toutes ces caractéristiques-là, ça fait que je suis assez unique dans la salle. Avoir quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que moi, bonne chance. Puis en fait, et ce raisonnement-là que je viens de faire avec ma propre personne, on peut l'appliquer aux indicateurs. Elles ont un ensemble de caractéristiques qui permet de les rendre uniques aussi. Puis ça permet aussi de leur donner un peu une personnalité. Fait qu'on va regarder ça avec le taux de circularité, bien évidemment. Donc, j'ai présenté ce schéma-là à la dernière diapo. Dans ce schéma-là, 3 caractéristiques des gens, pardon. Le taux de circularité, les indicateurs, il faut bien que ça ait un nom. Fait que jusque-là, ça va. Le principe, pour chaque 100 kg qui sort, combien qui en revient? Ça aussi, c'est une caractéristique d'indicateur. Puis avec ça, on a un peu comme l'équivalent du numéro d'assurance sociale, c'est-à-dire qu'on a le moyen d'identifier les indicateurs de façon unique, mais aussi comme le numéro d'assurance sociale, ça n'a pas de personnalité, fait qu'il faut continuer à creuser ça pour en avoir un peu plus. Dans ce schéma-là, il y en a un troisième, le pourcentage, qui est vraiment comme au coin de la slide. C'est aussi une caractéristique, pourcentage massique, dire « OK, cool, c'est mon unité de mesure ». D'autres indicateurs pourraient donner d'autres unités de mesure. On pourrait parler nombre d'emplois d'économie circulaire, comme on a dit plus tôt. Bien, ça, c'est un nombre. Durée de vie de ton téléphone intelligent, ça se mesure en années. Vous voyez le genre. Et si on continue à creuser pour aller trouver d'autres caractéristiques, on peut penser à l'échelle d'application. Là, moi, j'ai donné des exemples tout à l'heure. Québec, Pays-Bas, monde entier. Ça s'applique à des territoires, à des pays, à des provinces. Peut-être à des villes si on voudrait faire l'exercice aussi. Ça a aussi une source. Là, c'est l'organisme Circle Economy qui l'a développé, cet indicateur-là. Mais si c'était une entreprise, on pourrait poser la question, OK, combien je vais devoir payer par mois pour utiliser ton indicateur? Si c'était la littérature scientifique, on pourrait dire, OK, ton article coûte combien, monsieur l'éditeur? Dernière caractéristique aussi, l'approche. Donc ça, c'est un indicateur quantitatif. Là, on mesure des affaires, on fait des calculs, puis on arrive à ce chiffre-là. Il y a des indicateurs aussi qui sont plus qualitatif, ou est-ce que là, on l'apprécie ça d'une façon un petit peu plus subjective. Puis là, avec ça, je suis déjà un petit peu plus serein. Là. Je suis capable de me trouver, je suis capable de savoir quels indicateurs pourraient être pertinents dans ma recherche quand je vais m'intéresser plus, par exemple, aux résidus alimentaires. Mais là, la question se pose, pourquoi je parle de ça? Tu sais, je suis en train de faire un débat de sémantique en avant. J'haïs ça pour mourir, les débats de sémantique. Fait que je dois quand même faire l'exercice parce qu'il est vraiment pertinent. Il y a dans les indicateurs un phénomène que j'appelle les biais de renforcement. Hein, les indicateurs, ça donne une indication, ça fait qu'il y en a beaucoup, et ça fait qu'il y en a aussi beaucoup qui disent à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Je donne un exemple avec encore le taux de circularité. Si on vous dit demain matin que le taux de circularité a monté jusqu'à 5 %, qu'ils ont sorti donc 200 tonnes de l'économie, ils en ont ramené 10, puis il y en a 190 qui est rentré. Cool, on est vraiment bon en économie circulaire, n'est-ce pas? Bon, pour ceux qui ne sont pas sensibilisés au sujet et qui n'ont pas écouté ma présentation, on va dire, ben oui, ils sont vraiment bons en économie circulaire. Pour tout le monde dans la salle, vous venez peut-être de comprendre que j'ai dit 4 fois la même chose, ou presque. C'est un peu ça le problème du bien de renforcement, c'est-à-dire, hey, on va se donner une forte image parce qu'on va répéter notre information, mais les données ou comme la vérité ou la situation actuelle sur laquelle on s'appuie pour dire qu'on est bon, c'est pas aussi solide que ça. C'est un peu tremblant comme plancher, puis on risque de s'enfarger dans pas long. Puis la dernière fois que j'ai vu ça passer, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était dans le greenwashing. C'était vraiment même affaire. Hein? C'est là que les entreprises disent « Ah oui, on est vraiment bon sur le plan environnemental », jusqu'à temps qu'on ne l'est pas. Donc, il y a ce piège-là avec l'économie circulaire qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention. Puis, à travers les indicateurs, on est capable un peu de
d'augmenter notre réflexion critique par rapport à ça. Donc voilà, c'était pas mal tout pour moi. Je veux quand même que vous reteniez une chose de cette information-là, donc de cette présentation-là, pardon. Donc, c'est bon, là, aller chercher les indicateurs, d'aller chercher des indications, c'est cool, mais pour aller chercher le bon indicateur ou les bonnes indications, il faut s'appuyer sur les caractéristiques parce que c'est elles qui donnent de l'information assez pertinente. Merci, Mr. Rain. Merci, Jessie. Bravo pour ta présentation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Jessie? Je voulais savoir si, ultimement, l'objectif de ta thèse, c'était de constituer un tableau de bord d'indicateurs ou est-ce que tu fais juste les recenser? C'est quoi le... Pas du tout. Ça, c'est comme un side project de ma thèse en ce moment, où est-ce que moi, je suis en train de développer une plateforme, en fait, où est-ce qu'on va pouvoir les recenser, puis on reprend ce principe-là. On prend des indicateurs, mais ça a aussi des caractéristiques, fait qu'il faut les détailler, ces caractéristiques-là. Moi, dans ma thèse, les indicateurs, c'est plus, OK, ils sont tous liés ensemble, là, ensemble, ces indicateurs-là. Comment qu'on peut mettre en avant cette relation-là? Parce que ce n'est pas encore tout à fait clair. Moi, je me demande à quel point est-ce que c'est difficile d'obtenir l'information dont on a besoin pour construire ce genre de plateforme-là, puis qu'est-ce que les gens peuvent faire pour rendre ça plus facile? D'un point de vue de recherche, je te dirais que avoir l'information, c'est pas la chose la plus difficile. C'est une petite recherche sur les bases de données Circular Economy Indicator, puis soudainement, il y a 20 000 articles. Là, fait que c'est pas ça le plus difficile. C'est vraiment le développer l'outil qui est long. C'est du développement logiciel, puis c'est quelque chose qui est toujours plus long que prévu. Là. Je peux vous en raconter, j'ai fait 4 ans de bac là-dessus. En tant que développeur, je suis d'accord. Peut-être que je devrais te la poser hors micro, mais avez-vous commencé à penser à l'application blockchain là-dedans? Parce que ça a l'air que ça se fait un peu dans les données pour sécuriser. Je connais vraiment pas trop, mais je me demande si c'est des questions que tu t'es déjà posées, Jessie, là-dessus. Moi non plus, je me connais pas sur la blockchain, fait que je me suis pas posé de questions là-dessus non plus. OK, c'est beau. On en jasera un autre temps. Merci. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'indicateurs. Tu en as mentionné plus de 400, à peu près. Est-ce qu'il y a des méthodes pour sélectionner finalement le bon indicateur par rapport à une... Comment on fait quand on est face à ces 400-là? Il n'y a pas de méthode structurée. Les indicateurs, en fait, ne sont pas structurés, puis c'est la raison pourquoi on s'intéressait à ça, justement, comment on peut amener une structure. Ça s'en vient, mais à l'état d'aujourd'hui, je ne peux pas te répondre encore. Éventuellement, avec les caractéristiques, tu vas être capable de te poser la question, comme, OK, c'est quoi qui t'intéresse? C'est quoi ton contexte? Ah, OK, là, on va avoir des indicateurs qui vont être pertinents pour toi, mais on n'est pas encore là. OK, merci. Bon, fait que je pense que c'est la fin pour les questions. Si jamais vous avez d'autres questions pour les présentateurs, n'hésitez pas à aller les voir après l'événement. Il y a comme une petite période de réseautage, donc vous pouvez aller leur poser des questions sans problème. Donc, merci, Jessie. Vous pouvez l'applaudir. Donc, c'est déjà la fin de notre merveilleuse soirée. J'espère que vous avez eu du plaisir. C'est bon. On peut après le dire encore là, une fois à nos présentateurs qui ont fait un excellent travail.